Il y avait quelque chose d'indécemment calme dans le temps cet après-midi-là, comme si le ciel lui-même refusait de reconnaître les troubles qui couvaient en dessous. Le bazar annuel de printemps à l'hôtel Bluebell avait toujours été un divertissement agréable à St. Mary Mead, tombola, gâteaux éponges et une modeste exposition d'ouvrages de couture locaux. Mais cette année, il y avait dans l'air une atmosphère d'anticipation exacerbée par la curiosité. Un inconnu avait pris la chambre 9, c'est Madame Bantry, resplendissante dans sa robe de soie lilas et animée d'une intention charitable, qui en avait parlé la première fois alors qu'elle supervisait les compositions florales. Un homme de Londres, disait-elle à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, plutôt réservé, avec une de ces mallettes noires qui semblent contenir des secrets plutôt que des chemises. Sa voix portait légèrement dans le salon bondé, à travers le bourdonnement des tasses à thé et le soupir d'un samovar surmené. Mademoiselle Marple était assise près de la fenêtre, occupée à crocheter quelque chose d'indéfinissable mais de déterminé. Son expression, comme toujours, était empreinte d'une douce bienveillance qui faisait oublier à quel point rien n'échappait à son regard. Elle avait déjà observé l'arrivée de l'inconnu, la façon dont il avait hésité avant de signer le registre, dont il avait évité le regard du portier, et dont sa main gauche avait légèrement tremblé lorsqu'il avait pris sa clé. À 3 heures, le premier tirage au sort fut effectué par 320. Madame Price Ridley avait commencé son 3e récit sur le caractère immoral des tirages au sort, et, à 3h45 précisément, l'inconnu de la chambre 9 ne se présenta pas pour le thé. C'était le genre d'absence qui serait passé inaperçu sans la petite chaîne de curiosité humaine qui reliait tous les clients. La femme de chambre qui frappa à sa porte revint pâle, murmurant quelque chose à propos d'une valise ouverte et d'un manteau manquant. Quelques gentlemen montèrent, conduits par le directeur de l'hôtel, et revinrent avec des visages trop soigneusement composés. Un murmure se répandit dans le salon, subtil au début, puis s'amplifiant, comme tous les murmures anglais, en une vague d'inquiétude partagée, poliment déguisée en intérêt. Miss Marple plia son crochet et attendit. Elle savait que la panique était toujours maladroite et que la vérité n'avait que rarement besoin de bruit. À 4h30, la police avait été appelée. L'inspecteur Craddock arriva avec son dynamisme habituel, ses bottes claquant sur le sol carrelé, comme pour affirmer son autorité par le rythme. « Une disparition, dit-il, mis à lui-même, mis à la foule rassemblée. Aucun signe de lutte. La chambre 9 était fermée de l'intérieur. La fenêtre était fermée. La clé avait disparu. Madame Bantry serra son collier de perles. Alors il ne peut pas être loin. Craddock sourit faiblement, à moins qu'il ne soit jamais parti. La remarque resta en suspens dans l'air, comme de la fumée de cigarette. La conversation s'étiola. Dehors, la lumière du soleil traversait le dôme de verre de la véranda, se dispersant sur le sol carrelé en forme qui ressemblait presque à des barreaux de fer. Mademoiselle Marple se leva et s'approcha tranquillement, le visage serein. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, mais parfois les gens laissent très peu de traces, surtout lorsqu'ils ne sont pas censés être là. » Craddock se retourna, mi-exaspéré, mi-soulagé. « Vous êtes au courant, alors ?»« Oh, oui, » répondit-elle. Le récit de Madame Bantry devient plus intéressant à chaque fois qu'il est raconté. Dans la chambre 9, l'air était étrangement immobile. Une légère odeur de cire à la lavande flottait dans l'air,
sans doute due à la femme de chambre. Mais sous cette odeur se cachait une autre odeur, métallique et sèche, comme si une pièce de monnaie avait été laissée à rouiller. Le lit était défait, une tasse de thé intacte était posée sur la table de chevet et les rideaux étaient tirés de manière trop serrée pour être confortables. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur un objet curieux, un mouchoir, plié une fois et placé sous le téléphone. Il n'était ni tombé, ni oublié, mais disposé là intentionnellement. La couture était masculine, les initiales soigneusement décousues. « Diriez-vous, demanda-t-elle doucement, que notre invité s'attendait à être trouvé ?» Cradock fronça les sourcils. « S'y attendait, peut-être ? Je ne sais pas trop. » Dehors, le village discutait déjà des motifs autour d'un gâteau aux graines. Certains juraient qu'il s'agissait d'espionnage, d'autres préféraient l'adultère. Les deux hypothèses avaient leur charme. Seule mademoiselle Marple semblait remarquer le fait curieux que la chambre 9 n'avait pas de mur mitoyen. C'était une suite d'angles, bordée uniquement par l'escalier de secours et le grenier. Le soir venu, M. Lyle avait établi le nom de l'homme disparu, dont la profession était indéterminée mais non définie. Il s'était enregistré 2 nuits plus tôt, avait payé en espèces et n'avait parlé à personne, sauf au portier qui, interrogé, se souvenait seulement que M. Lyle avait demandé si le grenier servait encore d'entrepôt. Au crépuscule, mademoiselle Marple se tenait près de la treille de rose, à l'extérieur de l'hôtel, levant les yeux vers la fenêtre étroite de la chambre 9. Le rideau bougea une fois, alors que la chambre était censée être vide. Elle attendit, le souffle coupé entre l'habitude et le malaise, jusqu'à ce que le mouvement s'arrête. Dans son esprit, un schéma avait déjà commencé à se dessiner, aussi vague qu'une broderie tracée au crayon. Un homme qui n'existait pas, une chambre qui refusait l'entrée et un mouchoir dépouillé de son identité. Le premier souffle de vent apporta à nouveau le parfum de la lavande, cette fois avec une légère touche de brûlé. Mademoiselle Marple se tourna vers l'horloge de l'église qui sonnait 6 heures et pensa, tout simplement, que quelqu'un à St. Mary Mead avait commencé à mentir. Le soir tomba comme un rideau, plongeant les pelouses du Bluebell Hotel dans la pénombre, jusqu'à ce que seules les lampes du chemin de gravier restent allumées, petites îles dorées dans le crépuscule. Mademoiselle Marple s'attarda parmi elles, observant les allées et venues avec son air habituel de calme désinvolte. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Les rires s'étaient espacés et la politesse avait pris un ton fragile, teinté de crainte. Les disparitions, songea-t-elle, n'étaient jamais aussi alarmantes que ce qu'elles laissaient présager. Dans le salon, le cercle de Madame Bantry était devenu un parlement de spéculation. Madame Price Ridley, toujours prête à moraliser, affirmait que de telles choses étaient inévitables lorsque les hôtels accueillaient des étrangers aux antécédents incertains. Mademoiselle Hartnell rétorqua que les Londoniens étaient généralement respectables, même s'ils avaient tendance à se livrer à des tromperies d'ordre personnel. Entre elles, mademoiselle Weatherby, qui trouvait toute cette affaire passionnante, ne pouvait s'empêcher de jeter des regards vers l'escalier, comme s'il pouvait révéler un fantôme. L'inspecteur Cradock, qui s'était installé dans le bureau, passait d'un entretien à l'autre avec une impatience croissante. Il avait déjà découvert que la valise de M. Lyle ne contenait rien d'important. 2 chemises, un stylo à plumes, un ticket de train de Paddington à Much Benham et une enveloppe vide adressée d'une écriture inconnue. Pas de portefeuille, pas de papier, aucune trace d'identité.
Même ses chaussures étaient étrangement propres, comme s'il n'avait jamais marché. Mademoiselle Marple, assise à proximité avec une tasse de thé tiède, écoutait sans en avoir l'air. Un certain rythme s'était glissé dans les commérages, chaque voix faisant écho à une autre, formant une harmonie de fausses pistes. À ses oreilles, c'était comme écouter la chorale du vicaire répéter un hymne, chacun désireux d'être entendu, mais aucun ne connaissant vraiment la tonalité. Lorsque Cradock finit par sortir, il la trouva en train de regarder calmement le tableau d'affichage près des escaliers. « Vous serez heureuse d'apprendre, dit-il, que nous avons retrouvé tous les invités, sauf notre insaisissable Monsieur Lyle. Personne ne l'a vu partir. Personne n'a entendu de bruit. » Mademoiselle Marple se tourna légèrement, ses yeux bleus empreints de gentillesse. « On entend souvent parler de personnes qui disparaissent entre deux étages, inspecteur. L'escalier est un complice des plus obligeants. » Il fronça les sourcils. « Vous voulez dire l'escalier de service ? Entre autres. Certains sont très étroits, très silencieux et très discrets. Les gens les utilisent lorsqu'ils veulent donner l'impression de ne pas être partis. » Cradock soupira. « Et pourtant, la clé a disparu. S'il s'était enfermé, il aurait difficilement pu sortir. »« À moins, répondit-elle, qu'il ait voulu nous faire croire qu'il avait disparu alors qu'en réalité, il était tout près. Son ton était conversationnel, mais l'idée le troublait. Il griffonna une note et s'excusa. Mademoiselle Marple, restée seule, observa le tableau d'affichage de plus près. Parmi les menus dactylographiés et les annonces polies, il y avait une petite carte à moitié épinglée sous le bord d'une autre. Estimation d'antiquité. Rendez-vous privé, salle 9. Personne n'en avait parlé. Elle sourit faiblement. L'homme n'était donc pas venu sans but, après tout. Dehors, les premiers lampadaires de la rue principale s'allumaient. Le village, toujours prompt à digérer les scandales, était déjà en train d'assimiler l'événement avec une efficacité admirable. À la tombée de la nuit, Madame Bartlett, à la poste, avait déclaré que l'homme était un espion. Le sacristain pensait qu'il s'agissait d'un patient évadé et la femme du boucher jurait l'avoir vu à l'église le dimanche précédent sans que personne ne se souvienne dans quel banc. Au Bluebell, le dîner fut servi dans un silence gêné. Les couverts tintaient nerveusement, les chaises raclaient trop bruyamment. La place vide à la table du coin, celle de M. Lyle, avait été discrètement débarrassée, mais son absence semblait se propager dans toute la salle comme un courant d'air. Mademoiselle Marple remarqua que plusieurs convives évitaient de regarder dans cette direction, tandis qu'une femme pâle, vêtue d'une robe verte, assise seule, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil dans cette direction. Elle fut présentée plus tard comme Madame Larkin, une veuve rendant visite à sa sœur à Much Benham. Il y avait quelque chose de fragile dans son attitude, comme si la politesse était un voile qu'elle n'avait pas porté depuis longtemps. Lorsque la conversation porta inévitablement sur la disparition, elle laissa tomber sa cuillère. Mademoiselle Marple, qui passait derrière elle, remarqua à quelle vitesse la main de la femme se porta à sa gorge, non par peur, mais par reconnaissance. « L'avez-vous déjà vue auparavant ?» demanda doucement la vieille dame, une fois que l'attention des autres s'était détournée. Madame Larkin hésita. « Peut-être. C'est difficile à dire. Les visages changent quand on ne s'attend pas à les revoir. » C'était une réponse étrange, évasive, mais chargée de souvenirs. Mademoiselle Marple la rangea comme une fleur pressée entre les pages de ses pensées. Plus tard, lorsque la plupart des invités se furent retirés,
Cradock revint dans le hall avec le contenu de la mallette du disparu. Rien d'autre qu'un livre de comptes, dit-il en l'ouvrant. Des chiffres, pas de noms. Certaines pages avaient été arrachées, et ceci. Il retira des pages une jacinthe des bois pressés, séchés et aplatis jusqu'à devenir translucide. Mademoiselle Marple la regarda longuement. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « Un homme voyageant sans nom, séjournant à l'hôtel Bluebell et transportant une jacinthe des bois qu'il n'aurait pu cueillir nulle part près d'ici. » Cradock grogna. Probablement une absurdité romantique. « Peut-être, » dit-elle. Mais j'ai toujours trouvé que le sentiment et le calcul partageaient souvent la même écriture. Quand elle revint enfin à son cottage, la nuit était calme et lourde du parfum des lilas. Elle s'arrêta devant son portail et pensa au mouchoir de la chambre neuf, aux initiales manquantes et à la femme qui ne pouvait oublier un visage qu'elle n'avait peut-être jamais connu. Quelque part derrière ces fragments, elle sentait battre le pouls d'une très vieille histoire qui avait simplement choisi un nouveau déguisement. Au loin, une seule fenêtre du Bluebell brillait encore faiblement, haute et étroite, comme si elle montait la garde. Mademoiselle Marple se demanda, avec une certitude tranquille, si quelqu'un à l'intérieur faisait de même. La lueur dans la fenêtre supérieure clignota une fois, comme pour acquiescer, avant de s'éteindre dans l'obscurité générale de l'hôtel Bluebell. Au même moment, l'inspecteur Cradock était encore éveillé dans la salle d'écriture, entouré du chaos poli d'une enquête dans une petite ville. Des formulaires télégraphiques, des tasses de thé à moitié vides et ses propres croquis approximatifs du plan de l'étage du bâtiment. Le silence pesait sur lui. Chaque affaire, pensait-il, commençait par trop de bruit, de commérages, de contradictions, par l'empressement des gens à parler, et se terminait par le seul fait tranquille qui avait toujours été là. Mademoiselle Marple entra en frappant doucement à la porte, une vision qui semblait apaiser même les agents les plus harassés. « Pardonnez-moi, » dit-elle, « mais j'ai pensé que vous apprécieriez une autre paire d'yeux. Après tout, nous sommes nombreuses, parmi les vieilles dames, à avoir passé notre vie à rechercher des objets égarés. » Cradock sourit malgré lui. « Cela me serait certainement utile. » Rien ne colle. Un homme disparaît, sans laisser de traces, sans raison, et la moitié du village est convaincue qu'il était un agent russe. J'ose dire qu'il était quelque chose de moins dramatique, dit-elle doucement. Les personnes qui disparaissent le font rarement pour des raisons suffisamment importantes pour impressionner leurs voisins. Il poussa le plan de l'étage vers elle. Chambre neuve, suite d'angle, porte verrouillée de l'intérieur. Seule la fenêtre donne sur le jardin, et elle se trouve au 2e étage. J'ai vérifié que la gouttière était trop fragile pour être escaladée. Aucune issue de secours n'est accessible depuis là. Mademoiselle Marple ajusta ses lunettes, étudiant les petites marques et les carrés. « Votre dessin est très soigné, inspecteur. Mais il y a toujours une chose qui échappe au schéma de la nature humaine. On oublie qu'elle n'obéit pas aux règles de la proportion. » Elle désigna le couloir à l'extérieur de la chambre de l'homme disparu. « C'est ici que commence l'escalier du grenier ? » ?»« Oui, mais il n'est plus utilisé. Il ne sert qu'à stocker du linge et des pots de peinture. » La porte était verrouillée de l'autre côté. Je vois. Les verrous, les clés, les serrures. Tout cela est très rassurant, jusqu'à ce que l'on se souvienne qu'ils sont conçus non seulement pour empêcher les choses d'entrer, mais aussi pour les empêcher de sortir.
Cradock fronça les sourcils, sentant qu'il y avait une piste, mais incapable de la suivre. Avant qu'il n'ait pu poser la question, on frappa à la porte. La femme de chambre, qui avait découvert la valise ouverte, entra nerveusement, tordant son tablier. « Excusez-moi, monsieur, mais je me suis souvenu d'un détail concernant le manteau de monsieur. »« Lequel ? » ?»« Ce n'était pas le bon, monsieur. Je veux dire, je l'ai vu arriver ce matin-là avec un manteau marron en tweed clair, et quand je suis entré après son départ, il y avait un manteau sombre sur la chaise. Trop grand pour lui, à mon avis. » Cradock regarda vivement mademoiselle Marple, dont les yeux s'illuminèrent, non pas de triomphe, mais de curiosité. « Les gens échangent souvent leurs vêtements, » murmura-t-elle. « Mais généralement, pas sans échanger autre chose, leur identité, peut-être. » La femme de chambre, soulagée d'être congédiée, fit une révérence et sortit. Cradock marmonna. « Vous pensez qu'il a échangé son manteau ? » ?»« Avec qui ?» Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. Cela dépendrait de qui souhaitait donner l'impression d'être parti et de qui souhaitait donner l'impression de rester. Dehors, le matin pâlissait déjà, un gris pâle s'insinuant dans les rideaux. L'enquête commença sérieusement au petit déjeuner. Les invités, bien que calmes en apparence, pouvaient difficilement cacher leur fascination. Certains parlaient à voix basse au personnel, d'autres affichaient un noble désintérêt. Seule Madame Larkin semblait instable, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle versait le thé. Lorsque le beurrier glissa et se brisa sur le sol, Mademoiselle Marple fut la seule à se lever pour l'aider. « C'est une période difficile pour tout le monde, » dit-elle doucement. « Ces petits accidents arrivent quand on a l'esprit ailleurs. » Madame Larkin croisa brièvement son regard, puis détourna les yeux. « J'ai du mal à dormir. »« Cela doit être terrible, » répondit mademoiselle Marple, « de se rappeler quelque chose que l'on espérait avoir oublié. » Un silence s'ensuivit, si bref qu'il aurait pu être pris pour de la politesse. Puis madame Larkin s'excusa, laissant derrière elle un léger parfum de violette. Mademoiselle Marple la regarda partir, remarquant que la femme ne portait pas de sac à main, seulement un châle plié, d'où dépassait le coin d'un papier. En milieu de matinée, les hommes de Cradock fouillaient les terrains de l'hôtel. Un agent découvrit des empreintes de pas menant à l'ancienne serre au bord du jardin, où le sol était meuble près des parterres de roses. Elle s'arrêtait, brusquement, à côté d'un petit drain en fer. À l'intérieur, il n'y avait que de l'eau de pluie et quelques pétales fanés. Pourtant, lorsque mademoiselle Marple examina elle-même le sol, elle trouva un seul fil bleu accroché au rebord. Elle se redressa, essuyant la saleté de ses gants. « C'est curieux, » remarqua-t-elle, « comme même la plus petite chose insiste pour être trouvée. » Cradock s'accroupit à côté d'elle. « Vous pensez que cela signifie quelque chose ?»« Oh, certainement, » répondit-elle. « Tout a un sens, il suffit simplement de savoir quelle langue on écoute. » De retour à l'hôtel, mademoiselle Marple s'arrêta près de la réception. Le registre était ouvert, une liste de noms écrits à l'encre par la main soignée du directeur. Elle les parcourut silencieusement. Monsieur et madame Denham de Bristol, le révérend Larkin et sa sœur, mademoiselle Wetherby et sa compagne, monsieur Lyle, et fronça les sourcils. « Le révérend Larkin ?» demanda-t-elle. Le directeur acquiesça. « Le frère de madame Larkin, madame, un ecclésiastique en retraite, mais il est parti pour Londres hier matin. »« Comme c'est attentionné, » murmura-t-elle, « de partir juste avant une disparition. » Son ton n'était ni accusateur ni surpris, simplement réfléchi, comme si le monde s'était une fois de plus réorganisé selon l'un de ses anciens schémas, les gens souhaitant paraître bons,
alors que la bonté n'était souvent que l'absence d'être découvert. Ce soir-là, le village se prépara pour les vêpres. Les cloches de l'église résonnaient à travers les fenêtres ouvertes du Bluebell comme des avertissements lointains. Mademoiselle Marple, assise une fois de plus près de la fenêtre avec son crochet, regardait les paroissiens marcher deux par deux le long de la ruelle, silhouette respectable, se dirigeant vers le pardon. Elle se demanda, non sans ironie, si M. Lyle avait lui aussi cherché l'absolution, ou si quelqu'un d'autre en avait davantage besoin. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Madame Larkin traverser la place, sa robe verte se détachant nettement dans la pénombre naissante. À ses côtés marchait un homme vêtu d'un manteau sombre, qui pendait trop largement sur ses épaules. Les aiguilles de mademoiselle Marple s'arrêtèrent à mi-chemin. Les cloches continuaient de sonner, mais elle ne les entendait plus. La ruelle était si étroite que la lumière des réverbères semblait les suivre, dorant les deux silhouettes d'une lueur faible et incertaine. La femme en vert gardait la tête baissée, et l'homme à ses côtés marchait avec une sorte de prudence, comme s'il se savait observé. Mademoiselle Marple, toujours à la fenêtre, laissa le rideau retomber doucement entre ses doigts. Elle n'était pas surprise que Cradock, qui avait passé la soirée à dresser une liste de motifs possibles, ait négligé le plus simple, celui qui était toujours le plus évident. Les gens disparaissent rarement en présence d'étrangers. Ils disparaissent de ceux qui les connaissent trop bien. À l'aube, le personnel de l'hôtel découvrit que Madame Larkin avait quitté sa chambre. Le lit n'avait pas été défait, le châle avait disparu, et la clé avait été soigneusement remise à sa place sur le crochet du bureau. Elle était apparemment partie pendant la nuit, bien que personne ne l'ait vue partir. Le directeur était en proie à des crises de nerfs, la femme de chambre en larmes, et les clients, soulagés peut-être que quelqu'un d'autre porte désormais le poids de la curiosité, prirent leur petit déjeuner avec un appétit renouvelé. L'inspecteur Cradock arriva avant 8 heures. Son manteau sentait encore la pluie. Il se tenait dans le hall, regardant le comptoir poli où la clé était accrochée comme un aveu. « Une autre disparition » marmonna-t-il. « Nous allons bientôt manquer de clients. » Mademoiselle Marple sortit du salon avec son calme habituel. « On ne peut guère blâmer Madame Larkin, » dit-elle doucement. « Cela doit être pénible de dîner à côté d'une chaise vide et de se retrouver ensuite au centre des conversations. Certaines personnes considèrent l'intimité comme un luxe, d'autres comme un refuge. » Il se tourna vers elle. « Vous pensez qu'elle s'est enfuie ? » ?»« Pas nécessairement. La fuite et la retraite ne sont pas tout à fait la même chose. La première nécessite de la culpabilité, la seconde seulement de la douleur. » Cradock fronça les sourcils, ne sachant pas s'il était éclairé ou réprimandé. « Nous allons prévenir les commissariats. Quelqu'un a dû la voir. » Mais personne ne l'avait vue. Interrogé, le portier jura qu'aucune dame n'était sortie par la porte principale et que la porte arrière était restée verrouillée jusqu'au matin. Une seule invitée affirma avoir entendu du bruit pendant la nuit mademoiselle Wetherby, qui occupait la chambre en face de l'escalier menant au grenier. Elle décrivit des pas légers, mais non précipités, et le léger grincement d'une charnière. « C'était vers minuit, » raconta-t-elle avec délectation à l'inspecteur. « Je m'en souviens parce que l'horloge en bas sonna 12 coups juste au moment où ils s'arrêtèrent. » Mademoiselle Marple écouta attentivement. « Et avez-vous remarqué s'il montait ou descendait ? » « Je pense qu'il montait, » répondit mademoiselle Wetherby, « mais je n'en suis pas certaine. » C'était peut-être le bruit du vent. La fouille du grenier ne révéla rien d'intéressant,
à part quelques empreintes de pas récentes et une légère odeur de polish à la lavande étrangement déplacée parmi les toiles d'araignée. La fenêtre, au fond, donnait sur le jardin. En dessous, Craddock remarqua une parcelle de terre remuée, plus sombre que le reste. « Quelque chose a été traîné, » murmura-t-il. Mademoiselle Marple se pencha prudemment pour examiner la terre avec son ombrelle. Où enterrer? Cela dépend, n'est-ce pas, s'il s'agit d'une dissimulation ou d'un retour. Lorsque le jardinier fut appelé, il confirma qu'il n'avait constaté la disparition d'aucun outil. Cependant, il admit, avec un certain embarras, que la serrure de l'ancienne remise à outils avait été forcée 2 jours plus tôt. Craddock envoya un agent inspecter les lieux. À l'intérieur, les étagères étaient vides, à l'exception d'une seule bêche, encore humide de boue, et d'une bâche enroulée légèrement marquée par une tache circulaire. Pas de sang, pas de corps, seulement des indices. À midi, les chuchotements dans le salon étaient passés de la curiosité à la quasi-certitude. Madame Bantry, qui se targuait de sa discrétion, fut la première à dire à haute voix ce que les autres pensaient. C'est la veuve, bien sûr. Elle connaissait l'homme que tout le monde avait vu au dîner. J'ose dire qu'il y avait une malheureuse liaison. Madame Price Ridley acquiesça gravement. Les femmes d'un certain tempérament trouvent toujours des ennuis. Et elle cherchait le genre de femme qui gardait des lettres. Mademoiselle Marple, qui passait avec son chapeau, s'arrêta juste le temps d'entendre ces verdicts prononcés avec une précision morale. « Mon Dieu !» dit-elle doucement, comme la sympathie se transforme facilement en preuve. Dehors, Craddock l'attendait près des marches. « En avez-vous entendu parler ?»« Oui. Et je pense que vous constaterez que tout le village sera d'accord avant le déjeuner. Aurait-il tort? Peut-être pas. Mais la vérité, inspecteur, se satisfait rarement d'un consensus. Elle l'accompagna dans le jardin. Ils marchèrent parmi les rosiers, où les abeilles bourdonnaient dans une satisfaction inconsciente. « Vous avez mentionné hier soir, dit-il, que les gens utilisent parfois les escaliers pour disparaître. Vous pensez toujours que notre monsieur Lyle pourrait être dans les parages? » « Oh oui, » répondit-elle. « Mais peut-être pas de la manière dont on l'imagine. Il existe de nombreux types de présences. Certaines sont en effet très discrètes. » Il la fixa du regard. « Donnez-vous jamais de réponse directe, mademoiselle Marple. Quand la question le mérite, dit-elle avec un léger sourire. Pour l'instant, je constate simplement que la robe verte de madame Larkin était de la même couleur que les rideaux de la chambre 9. On ne remarque guère ce genre de choses, tant qu'on n'a pas de raison de le faire. » Cette remarque le troubla. De retour à l'intérieur, il fit à nouveau appeler la femme de chambre et lui demanda si elle était entrée dans la chambre 9 après l'inspection de la police. « Une seule fois ?» répondit-elle. « Hier après-midi, pour aller chercher des serviettes propres. Y avait-il quelque chose qui avait été déplacé ?» Elle hésita. « Juste les rideaux, monsieur. Je pensais les avoir tirés, mais ils étaient ouverts. Quand je suis entré, » Craddock la congédia, bien que son expression trahît son inquiétude. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur l'escalier vide derrière lui, dont la rampe polie brillait faiblement dans la lumière tamisée. Elle savait, contrairement à lui, que certaines personnes tirent les rideaux, non pas pour cacher ce qui se trouve à l'extérieur, mais ce qui reste à l'intérieur. Ce soir-là, alors que la première pluie recommençait à tomber, l'aubergiste apporta la nouvelle qu'un châle de femme avait été retrouvé accroché à la haie près du chemin menant au presbytère. Il était brodé de violettes. En entendant cela,
Mademoiselle Marple ne sembla pas triomphante, mais attristée. « Comme les vivants disparaissent vite, murmura-t-elle, presque comme s'ils partageaient un rendez-vous auquel aucun d'entre nous n'est censé assister. » Et pour la première fois, Cradock eut le sentiment que l'affaire ne lui appartenait plus entièrement. Le châle était posé sur le bureau de l'inspecteur, encore humide de pluie. Ses broderies violettes scintillaient faiblement sous la lumière du gaz, les fils assombris par l'eau, jusqu'à donner aux fleurs un aspect presque meurtri. Cradock le regardait avec la concentration lasse d'un homme conscient que l'objet devant lui n'était pas la chose elle-même, mais l'ombre de quelque chose de plus grand. Mademoiselle Marple, assise en face de lui, en toucha délicatement un coin, ses doigts suivant le tracé des coutures, comme si elle cherchait un pouls. « Il a été trouvé assez bas, » dit Cradock, sous la haie près du chemin du presbytère. Aucun signe de lutte, aucune empreinte digne de ce nom. Mademoiselle Marple acquiesça. Il a peut-être été pris au passage par quelqu'un, ou laissé là, pour donner cette impression. Il ne faut pas sous-estimer l'utilité des vêtements égarés dans les drames villageois. Il haussa un sourcil. Vous pensez que c'est délibéré? C'est possible. Les symboles sont si pratiques, inspecteur. Ils permettent d'être crus sans rien dire. Cradock se pencha en arrière, se frottant le menton. Donc, soit elle s'est enfuie, soit quelqu'un veut nous faire croire qu'elle l'a fait. Il existe une troisième possibilité, dit calmement mademoiselle Marple, à savoir qu'elle n'ait jamais eu l'occasion de choisir entre les deux. Il leva brusquement les yeux, mais elle était en train d'examiner à nouveau le châle, un léger pli entre les sourcils. « La broderie, » murmura-t-elle. « C'est un motif inhabituel. Ce n'est pas un travail à la machine, mais à la main, et récent. Le fil est neuf, il cligna des yeux. Vous vous y connaissez en couture, mademoiselle Marple? Oh, toutes les femmes de ma génération doivent s'y connaître. On apprend à voir où l'aiguille entre et où elle sort. C'est un peu comme le comportement humain, c'est la sortie qui est la plus révélatrice. » Cradock sourit malgré lui, même si son ton le mettait mal à l'aise. « Vous suggérez que le châle ne lui appartenait pas? Je suggère qu'il lui a peut-être appartenu autrefois, mais pas au moment où il a été trouvé. » Avant qu'il n'ait pu répondre, un agent apparut dans l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, monsieur, le courrier vient d'arriver de Much Benham. Il y a une lettre adressée à madame Larkin, postée à Londres il y a 2 jours. » Cradock l'ouvrit et la lut, le visage assombri. Une écriture masculine, signée uniquement d'une initiale L. Elle mentionne une rencontre avec elle, avant l'heure du jugement. Mademoiselle Marple semblait pensive. Quelle chance de trouver une lettre non signée, arrivant juste au moment où son destinataire a disparu. Le timing, j'ose le dire, est presque artistique. Peut-être, dit Cradock d'un ton sinistre, mais cela nous donne au moins un nom, ou la moitié d'un nom. Il rassembla ses papiers, clairement décidé à donner une douzaine d'ordres à la fois, mais la voix douce de mademoiselle Marple l'arrêta. « Avant de le faire, inspecteur, puis-je vous suggérer d'examiner l'encre » Il cligna des yeux. « L'encre ? Oui, elle est légèrement maculée sur le bord inférieur, peut-être à cause de l'eau de pluie ou d'une main maladroite. Mais si vous remarquez, elle est maculée dans le même sens sur chaque ligne. Cela n'arrive pas dans le courrier. Cela arrive quand quelque chose est écrit par-dessus un texte plus ancien. » Il l'examina à nouveau, impressionné malgré lui. Une feuille de papier réutilisée. Précisément. On trouve toujours des économies à faire dans les questions morales comme dans la papeterie.
Les gens réutilisent ce qui est trop précieux pour être jeté. Au moment où les cloches commencèrent à sonner midi, le Bluebell Hotel s'était installé dans ce silence particulier qui suit un scandale, feutré, attentif, ponctué par le léger cliquetis des tasses à thé. Les clients se déplaçaient doucement, comme des acteurs incertains de savoir si leur pièce était terminée. Mademoiselle Marple, de retour dans le salon, remarqua avec une légère surprise que Madame Bantry avait disposé un nouveau bouquet de lys à côté de la réception. Un peu de fraîcheur, dit-elle gaiement. Après tout, il ne faut pas laisser la tragédie s'attarder. En effet, répondit Mademoiselle Marple, bien que les lys aient un caractère plutôt funèbre. Madame Bantry eut l'air momentanément décontenancée, puis s'affaira avec les tiges. Derrière elle, mademoiselle Wetherby s'attardait sur le registre, son doigt traçant les noms. Je me disais juste, murmura-t-elle, que c'est étrange que le révérend ne soit jamais revenu de Londres. Sa sœur est partie, et toujours aucune nouvelle. Mademoiselle Marple tourna légèrement la tête. Il a peut-être trouvé une raison de rester plus longtemps. Peut-être, acquiesça mademoiselle Wetherby, bien que sa voix tremblât légèrement. Mais on se demande quand même quel genre de lettre elle attendait. En s'éloignant, mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à la page. Les inscriptions étaient maculées là où l'encre avait été essuyée négligemment, à l'exception de l'écriture soignée et délibérée de M. Lyle. En dessous, on distinguait vaguement un autre nom imprimé dans le papier à partir de la ligne manquante au-dessus, là où la page avait été remplacée, Révérend H. Larkin. L'initiale de la lettre, pensa-t-elle, n'avait jamais été une coïncidence. Cet après-midi-là, Cradock ordonna une fouille des champs environnants. Les agents passèrent au peigne fin les haies et examinèrent les fossés, mais ne trouvèrent rien, à part une petite clé en laiton, à moitié enfouie dans le chemin de gravier derrière la serre. Elle n'appartenait pas à l'hôtel. Lorsqu'on la lui montra, le directeur secoua la tête. « Ce n'est pas la nôtre, monsieur. Les chambres sont équipées de serrure Yale, et celle-ci est démodée, elle semble provenir d'un tiroir ou d'un coffre. » Mademoiselle Marple l'examina de près. « Une clé est toujours plus intéressante que ce qu'elle ouvre, dit-elle. Elle représente l'autorisation ou le refus. » Cradock la mit dans sa poche avec impatience. « Nous trouverons la serrure, ne vous inquiétez pas. » « En effet, dit-elle doucement. Mais parfois, c'est la serrure qui vous trouve en premier. Ce soir-là, la lumière s'évanouit tôt, laissant le ciel d'un gris uniforme. Mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près de la fenêtre de son cottage, l'image du châle restant dans son esprit, avec ses violettes cousues à la main, le fil neuf, mais le tissu usé. Elle pensa au retour manqué du révérend, au manteau disparu de l'inconnu, et à la clé qui se trouvait là où aucune clé ne devrait être. Un schéma se dessinait, oui, mais pas encore un qu'elle souhaitait nommer à haute voix. Alors qu'elle éteignait la lampe, on frappa à la porte, timidement, presque avec excuse. Lorsqu'elle ouvrit, le portier du Bluebell se tenait là, sa casquette à la main. « Désolé de vous déranger, mademoiselle, » dit-il. « Mais l'inspecteur a pensé que vous voudriez voir ceci. Nous venons de trouver quelque chose derrière la commode de la chambre 9. » Il lui tendit un morceau de papier plié, brunâtre sur les bords, avec une écriture pâle mais lisible. Seuls 3 mots y étaient écrits. « Pardonnez l'erreur. » Mademoiselle Marple les lut 2 fois, puis referma lentement le papier. « Les erreurs, dit-elle doucement, ne sont jamais aussi innocentes qu'elles le prétendent. » Et dans ses yeux, quelque chose de calme et de certain commença à prendre forme, non pas du triomphe, mais de la reconnaissance.
Le papier reposait sur la petite table entre eux comme quelque chose qui respirait. L'expression de Craddock s'était durcie, mêlant scepticisme et irritation professionnelle, mais le regard calme de mademoiselle Marple adoucissait l'atmosphère de la pièce. Elle avait cette habitude exaspérante de considérer les choses non pas comme des preuves, mais comme des comportements sous forme matérielle. Pour elle, même les taches d'encre étaient humaines. « Pardonnez l'erreur », relut Craddock d'une voix monocorde. Cela pouvait signifier n'importe quoi, une dispute, des excuses, voire une lettre de suicide. Mais qui laisse un message comme celui-ci? Derrière une commode, quelqu'un, répondit-elle, qui souhaitait qu'il soit trouvé seulement lorsque les mauvaises personnes auraient déjà commencé à émettre des hypothèses. Il fronça les sourcils. Vous voulez dire mise en scène? Peut-être. Ou peut-être simplement égaré par la conscience. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la pluie murmurant contre la fenêtre. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le mouchoir qu'elle avait remarqué quelques jours auparavant, toujours soigneusement plié dans son enveloppe de preuves sur le bureau. La même main, je pense, murmura-t-elle, presque pour elle-même. La même impulsion d'effacer. Craddock leva brusquement les yeux. Vous voyez des liens partout, n'est-ce pas? Oh, pas partout, dit-elle avec un léger sourire. Seulement dans ceux qui ne souhaitent pas être liés. Le policier qui avait apporté la note revint alors, sa casquette à la main. Excusez-moi, monsieur, mais madame Bantry dit qu'un monsieur dans le salon souhaite vous parler. Il dit qu'il vient au sujet de sa sœur. Craddock se redressa. Sa sœur? Oui, monsieur. Le révérend Larkin. Mademoiselle Marple se leva sans se presser. Quelle ponctualité! Je commençais à penser que son absence allait devenir immorale. Ils le trouvèrent près du feu en train de se sécher les mains, un homme anguleux d'âge mûr, au visage impassible. Son col était d'un blanc immaculé, mais pas ses yeux. Lorsque Craddock se présenta, il inclina la tête avec un calme décent. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. La disparition de ma sœur m'a profondément bouleversé. Où étiez-vous, révérend? À Londres. Une réunion diocésaine. Je suis resté pour une retraite. La police m'a télégraphié ce matin. Mademoiselle Marple l'étudia avec le doux intérêt d'un botaniste découvrant un spécimen hors saison. Votre sœur a été vue pour la dernière fois avant-hier soir, marchant avec un homme vêtu d'un manteau sombre. Vous ne sauriez pas qui cela pouvait être, je suppose? Il ne broncha pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord de son chapeau. Non, c'était une femme sociable. Les personnes seules font souvent des connaissances que l'on ne peut approuver. En effet, dit mademoiselle Marple doucement, et certaines connaissances, soupçonne-t-on, sont faites bien avant qu'elles n'apparaissent. Craddock posa la note sur la table devant lui. Vous reconnaissez ceci? Le révérend la lut attentivement. Non, mais elle semble pleine de remords. Oui, dit Craddock. Les remords arrivent souvent trop tard pour aider celui à qui ils sont destinés. Quelque chose, dans l'expression de l'homme, changea, non pas de la culpabilité, mais de la lassitude, comme si les mots avaient atterri, quelque part, déjà meurtris. Il se leva, brusquement. Si vous voulez bien m'excuser, inspecteur, j'aimerais voir la chambre de ma sœur. Craddock acquiesça, et ils le suivirent à l'étage. Dans la chambre 9, l'atmosphère semblait plus lourde qu'auparavant. Le révérend s'arrêta près de la fenêtre, son reflet à peine visible sur la vitre sombre à cause de la pluie. Elle a toujours été attirée par les endroits comme celui-ci, dit-il. Calme, respectable, où rien de désagréable ne se produit jamais. Je suppose qu'elle trouvait du réconfort dans cette illusion.
Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur la commode, celle sous laquelle la note avait été découverte. Les illusions sont souvent plus réconfortantes pour ceux qui connaissent la vérité que pour ceux qui la recherchent. Le révérend se retourna. Vous voulez dire qu'elle trompait quelqu'un? Peut-être seulement elle-même, dit-elle doucement. La patience de Cradock atteignit ses limites. Vous parlez tous les deux comme si vous connaissiez déjà la fin. De quoi s'agit-il vraiment, mademoiselle Marple? D'un crime? D'une disparition? Ou d'une autre de vos paraboles sur la faiblesse humaine? Elle le regarda avec ce regard doux de maîtresse d'école qui avait fait chavirer des hommes plus forts. Oh, inspecteur, vous ne devez pas penser que la moralité est séparée de la méthode. L'une explique l'autre. Son regard se posa une fois de plus sur la fenêtre. Une petite trace de saleté marquait le rebord, circulaire, comme la trace d'un pouce enfoncé dans la poussière. « C'est étrange, » murmura-t-elle, comme les gens oublient où leurs mains ont été. Le révérend pâlit. « Pardon ?» Elle sourit. « Oh, je ne faisais qu'observer. Vous voyez, la fenêtre a été nettoyée pour la dernière fois avant la tempête, et pourtant, il y a de la terre fraîche sur le loquet. Quelqu'un l'a ouverte tout récemment. » Cradock traversa la pièce en deux enjambées, examinant le rebord. « Vous avez raison. Et il n'y a pas qu'une seule trace. Il y en a deux. Je dirais qu'il s'agit de la main d'un homme. Plus grande. » Le révérend perdit son sang-froid pendant un bref instant. « Je suis venu directement de Londres. Vous pouvez le vérifier. »« Oh, je pense que nous le ferons, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Il n'y a rien de plus facile que de vérifier où se trouve le corps d'une personne. L'esprit est beaucoup plus insaisissable. » Cradock se tourna vers elle. « Si quelqu'un est entré dans cette pièce depuis l'extérieur, comment? La gouttière est encore trop fragile pour supporter le poids d'un homme. »« Pas un homme, » dit-elle, « mais peut-être quelqu'un de plus léger ou de désespéré. Et le désespoir, vous le savez, pèse très peu. » Le révérend poussa un son étranglé, mi-protestation, mi-prière. « Vous parlez par énigme. »« La vérité commence souvent ainsi, » répondit-elle. « Cela met les honnêtes gens mal à l'aise. » Il y eut un long silence. La pluie s'intensifia contre la vitre, brouillant le monde extérieur. Cradock mit la note dans sa poche, la voix étouffée. « Nous devrons fouiller à nouveau le terrain, chaque recoin, chaque égout. Si elle est là, nous la trouverons. » Miss Marple inclina la tête. « Oui, mais parfois, inspecteur, il faut chercher là où l'absence a été soigneusement semée et la présence soigneusement taillée. » Il ne lui demanda pas ce qu'elle voulait dire. Le révérend, le visage blême, s'excusa et quitta la pièce d'un pas mesuré. Une fois seul, Cradock se tourna vers elle. « Vous pensez qu'il ment? »« Je pense, » dit-elle, « qu'il a peur d'être cru. » Une rafale de vent fit vibrer la vitre, et le rideau à demi tiré bougea, révélant un fragment du jardin gris en contrebas. De cette hauteur, le chemin menant à la serre brillait faiblement, et, en son centre, quelque chose de petit et d'incolore captait la lumière comme une goutte de verre. Miss Marple retint son souffle. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « On ne s'attend jamais à ce que la vérité brille. » Cradock fut le premier à atteindre le jardin. La pluie avait rendu le gravier glissant, et le faisceau de sa lampe torche tremblait sur les flaques d'eau qui reflétaient l'aube pâle et réticente. Mademoiselle Marple le suivit plus lentement, d'un pas assuré, les yeux rivés sur la même ligne qu'elle avait aperçue d'en haut, cette faible lueur au centre du chemin où la lumière s'était reflétée. Il s'agissait
d'un petit bouton en verre, transparent comme de l'eau, pas plus grand qu'une pièce de monnaie. Cradock le retourna dans sa paume. Il provenait peut-être du manteau d'une femme ou d'un chemisier. Mademoiselle Marple pencha la tête, ou d'un vêtement emprunté. Les apparences, inspecteur, sont rarement fidèles. Ils se dirigèrent vers la serre dont la charpente dégoulinait. L'air à l'intérieur était lourd de terre humide et d'odeur de feuilles pourries. Cradock s'accroupit à côté d'une caisse en bois. Encore des empreintes de pas, 2 séries. L'une plus légère, l'autre plus lourde. Et toutes 2 récentes, observa mademoiselle Marple. Je pense parfois que la terre se souvient de ce que les gens veulent oublier. Avant qu'il n'ait pu répondre, le policier qui les avait rejoints poussa un petit cri. « Monsieur, ici ?» Près du mur du fond, sous une pile de pots de fleurs effondrés, quelque chose de pâle dépassait la courbe du tissu, une manche. Il fallut 3 hommes pour soulever les débris. Ce qui apparut était un corps indubitable, à moitié dissimulé par la terre et la poussière d'argile. La robe verte était ternie par l'humidité, la broderie à l'ourlet déchirée. Cradock prit une lente inspiration. « Madame Larkin ?» Miss Marple resta immobile. Ses yeux, d'ordinaire doux, reflétaient le calme d'une attente de longue date. « Elle est ici depuis la nuit où il a plu, » dit-elle. « Regardez les couches de terre séchées. Celui qui l'a déplacée est revenu pour la cacher à nouveau. » Cradock déglutit péniblement, s'efforçant déjà de retrouver son calme. « Il va falloir appeler le médecin et le révérend. » Dieu l'aide. Mais la voix de mademoiselle Marple, lorsqu'elle se fit entendre, était presque tendre. « Je pense plutôt qu'il n'a plus besoin de l'aide de Dieu, inspecteur. La peur, voyez-vous, a sa propre théologie. » La nouvelle se répandit dans le village avant midi. À l'heure du thé, la moitié de St. Mary Mead avait répété la tragédie à la perfection. La veuve infidèle, l'amant secret, le rendez-vous nocturne qui a mal tourné. Tout le monde s'accordait à dire que c'était inévitable. La respectabilité, déclara mademoiselle Hartnell, ne pouvait s'étirer que jusqu'à un certain point avant de se déchirer. Mademoiselle Marple écouta tout cela avec une patience grave. Dans les commérages, comme dans les confessions, elle trouvait souvent la vérité accidentelle, mais jamais là où elle était censée être. Et quelque chose, dans le rythme du récit, la troublait. Pas le crime lui-même, mais l'empressement avec lequel les gens lui donnaient un sens. Elle savait que la culpabilité était rarement aussi simple. Cradock revint à l'hôtel plus tard dans la soirée, son manteau marqué par la pluie et la fatigue. « C'est confirmé, » dit-il en s'affalant sur une chaise. « Étranglée, mais aucun signe de lutte. Le médecin dit qu'elle était morte avant d'être déplacée. Et aucune empreinte digitale digne d'intérêt. » Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot. « C'est donc un crime à l'ancienne, qui repose sur la décence pour dissimuler ce que la violence ne peut cacher. » Il se frotta le front. « Si vous faites allusion au révérend, je veux dire, quiconque a compris que la modestie est le déguisement le plus sûr, » l'interrompit-elle doucement. « Le révérend est peut-être coupable de quelque chose, mais peut-être pas de cela. » Il eut un petit rire sans humour. « Vous allez bientôt me faire douter de tout le monde. » « C'est le début de la sagesse, inspecteur. » Plus tard, alors que la police scellait la serre, le révérend arriva. Son visage était tendu, ses yeux fixés sur le chemin, comme pour nier ce que ses pieds savaient déjà. « Vous l'avez trouvé ?» dit-il d'un ton neutre. « Oui, » répondit Cradock, « je suis désolé. » Pendant un instant, l'homme ne dit rien. Puis, d'une voix dépourvue de toute autorité cléricale,
Il dit « Ce n'était pas une femme mauvaise, peut-être stupide, solitaire, mais elle ne voulait faire de mal à personne. » Miss Marple l'observa. « La solitude, dit-elle doucement, est rarement innocente. Elle pousse les gens à s'imaginer plus gentils qu'ils ne le sont. » Il se tourna vers elle. « Vous pensez que je l'ai tuée ?»« Je pense, répondit-elle, que vous avez passé votre vie à protéger les gens de leurs péchés. Cela peut rendre insouciant envers les siens. » Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Il partit sans un mot, les épaules courbées contre le crépuscule naissant. Une fois qu'il fut parti, Cradock expira. « Vous aimez déstabiliser les hommes d'Église, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, dit-elle. Je n'aime tout simplement pas voir les Écritures utilisées à mauvais escient. La vérité, comme la Bible, ne doit pas être citée de manière sélective. » Cradock fronça les sourcils. « Et le bouton en verre ? Vous avez une Idée? Elle sourit faiblement. Un symbole de transparence, inspecteur. Comme il est approprié qu'il n'appartienne à personne. Il la fixa du regard. À personne? Oh, j'ai jeté un œil aux vêtements des invités ce matin, tout à fait par hasard, bien sûr. Aucun ne manquait un tel bouton. Ce qui signifie qu'il a été placé là, et non perdu. Et un objet placé là est destiné à être vu. Cradock s'effondra dans le fauteuil le plus proche, marmonnant quelque chose à propos du théâtre et des villages anglais. Nous avons donc maintenant un meurtre, une note et un indice mis en scène. En effet. La seule question qui reste, dit-elle doucement, est de savoir qui avait besoin de pardon et pour quelle erreur. Elle se leva alors, lissa sa jupe et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air semblait retenir son souffle. La serre se profilait faiblement dans l'obscurité, ses vitres brillant comme des yeux qui refusaient de se fermer. À ce moment-là, elle remarqua quelque chose de nouveau. Un faible reflet dans la vitre de la chambre neuve au-dessus. Une silhouette qui bougeait là où personne ne devrait se trouver. Sa main se crispa autour de son sac à tricot. « Inspecteur, dit-elle d'un ton calme, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m'accompagner à l'étage. » Cradock suivit son regard et se figea. À l'étage, une lumière venait de s'allumer dans la chambre fermée à clé. Cradock monta les marches deux par deux, le faisceau de sa lampe torche balayant le papier peint défraîchi comme une pensée agitée. Mademoiselle Marple le suivit plus lentement, son petit corps droit, son calme intact. Le couloir du Bluebell était silencieux, chargé d'une atmosphère de secret tardif. Lorsqu'ils arrivèrent au palier, la porte de la chambre neuve était fermée, mais la ligne de lumière sous celle-ci tremblait légèrement, comme un souffle retenu trop longtemps. Cradock fit signe de se taire, puis tourna la poignée. Elle s'ouvrit facilement. La porte pivota vers l'intérieur dans le silence, révélant une pièce vide, baignée par la lumière de la lampe. Rien ne bougeait. Les rideaux étaient à demi tirés, l'air était légèrement parfumé de lavande et d'une odeur âcre provenant peut-être de la fumée des bougies ou du fantôme d'un produit de polissage. Miss Marple entra. Son regard vif et assuré embrassa chaque détail. Le lit intact, les serviettes soigneusement pliées, le tiroir du bureau légèrement entr'ouvert. « Quelqu'un est venu ici, » dit-elle doucement. « Quelqu'un qui voulait donner l'impression de ne pas être venu. » Cradock vérifia la fenêtre. Elle était toujours fermée de l'intérieur. Elle désigna le sol sous le bureau. Et pourtant, il y a de la boue fraîche sur le tapis. C'est singulièrement incohérent. Il s'accroupit et toucha la tache. Elle était encore humide.
Vous pensez que quelqu'un est entré par la fenêtre? Oh non, dit-elle doucement. Cela aurait été trop... Difficile. Mais ils ont peut-être pu se pencher, pour laisser tomber quelque chose, peut-être, ou pour voir si ce qu'ils avaient déjà laissé tomber avait été trouvé. Il se retourna brusquement. Vous voulez dire le bouton en verre, ou quoi que ce soit d'autre destiné à détourner l'attention? Avant qu'ils n'aient pu répondre, la porte derrière eux grinça. Une voix de femme, tremblante mais ferme dans sa détermination, se fit entendre depuis le seuil. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'était mademoiselle Weatherby. Ses cheveux étaient défaits, son visage pâle d'indignation, et quelque chose de plus fragile en dessous. Le directeur a donné l'ordre strict de sceller cette pièce. » Craddock se redressa. « Elle est scellée parce qu'il s'agit d'une preuve, madame. Vous pourriez expliquer pourquoi vous êtes ici après minuit. J'ai entendu des bruits de pas, dit-elle rapidement. J'ai pensé... Eh bien, j'ai pensé que quelqu'un était peut-être en train de voler à nouveau. Vous, les policiers, êtes partout. » Mademoiselle Marple la regarda gentiment. « Voler, ma chère? Que resterait-il à voler ?» Pendant un instant, la femme eut l'air bouleversée. Puis, elle releva le menton. « Rien. Je suppose que j'étais simplement curieuse. Les gens le sont toujours. » La voix de Craddock se durcit. « Vous m'excuserez si je trouve cette curiosité un peu trop commode. Cette porte était fermée à clé. Qui vous l'a ouverte ?» Mademoiselle Weatherby hésita, jetant un coup d'œil vers le trou de la serrure. Elle n'était pas fermée à clé. Elle ne l'a jamais été. Craddock fronça les sourcils. « C'est impossible. Nous l'avons vérifié nous-mêmes cet après-midi. » Mademoiselle Marple s'approcha de la porte. « Oui, inspecteur, mais peut-être que la clé qui la verrouillait n'était pas celle qui aurait dû l'être. » Elle sortit de son réticule la vieille clé en laiton, trouvée près de la serre, et l'inséra dans la serrure. Elle tourna sans difficulté, avec la précision silencieuse d'une vérité choisissant son moment. « Ce n'est pas une clé de chambre, dit-elle. C'est une serrure pour quelque chose qui est censé être caché, pas ouvert. » La femme perdit son sang-froid. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Dans l'allée du jardin, » répondit Craddock. « Près de l'endroit où nous avons trouvé Madame Larkin ?» Mademoiselle Weatherby recula d'un pas, serrant son châle entre ses mains. « Je ne sais rien à ce sujet. » La voix de mademoiselle Marple resta sereine. « Oh, mais bien sûr que vous savez. Vous surveillez la chambre 9 depuis le premier jour, n'est-ce pas? Vous étiez la seule cliente à remarquer des bruits que personne d'autre n'entendait. Les personnes qui entendent trop bien sont souvent celles qui écoutent pour entendre quelque chose en particulier. » La défiance de la femme vacilla. « Vous pensez que je... » « Je pense, » l'interrompit mademoiselle Marple, « que vous aviez peur de ce que votre ami pourrait révéler. Les secrets sont des choses très ennuyeuses. Ils ont tendance à s'échapper aux moments les plus inopportuns. » Le faisceau de la lampe torche de Craddock éclaira le reflet métallique d'un petit stylo plume posé sur le bureau, dont la plume était encore humide. À côté se trouvait une enveloppe ouverte adressée à H. Larkin. « Est-ce que... The Vicarage, St. Mary Mead. » Il la souleva avec précaution. « Il semble que la correspondance de notre révérend soit à double sens. » La voix de mademoiselle Weatherby n'était qu'un murmure. Il a dit que tout était fini, qu'elle partirait discrètement. Je ne voulais pas dire... Elle s'interrompit, le dernier mot étouffé par la peur. Le ton de mademoiselle Marple s'adoucit, mais pas son regard. « Ne vous tourmentez pas, ma chère. Les pires erreurs sont souvent commises par ceux qui tentent de préserver les apparences. Vous vouliez seulement l'aider, j'imagine. » Des larmes montèrent aux yeux de la femme. « Il m'a dit
qu'elle avait ruiné sa vie et qu'elle allait tout raconter à la paroisse. Je suis seulement venu ici pour la prévenir. Je ne l'ai jamais revue. Pourtant, vous aviez cette clé, dit Craddock. Vous êtes entré après sa disparition. Je voulais prendre la lettre, murmura-t-elle, celle qu'elle lui avait écrite. Elle était sur le bureau. Je ne supportais pas l'idée que quelqu'un puisse la lire. Miss Marple inclina la tête, sa voix encore plus douce. Oui, la fierté peut être remarquablement loyale envers les mauvaises personnes. La main de Craddock se crispa sur l'enveloppe. Et quand vous êtes revenu, elle était partie. J'ai pensé qu'il l'avait emmenée. Miss Marple la regarda en silence. Le tic-tac de l'horloge de la cheminée remplissait la pièce, comme un battement de cœur. Puis elle dit, presque gentiment, « Vous voyez, ma chère, l'amour qui protège trop longtemps cesse d'être de l'amour. Il devient quelque chose de tout à fait différent. » Craddock regarda les deux femmes, le visage marqué par la frustration. « Nous nous retrouvons donc avec 2 mensonges, 2 lettres et un cadavre. Dites-moi, mademoiselle Marple, y a-t-il quelqu'un dans ce village qui ne cache pas quelque chose ?» Elle sourit faiblement. « Oh, inspecteur, dissimuler est l'occupation principale des gens respectables. L'astuce consiste simplement à découvrir ce qu'ils se cachent à eux-mêmes. » On frappa soudain à la porte. Un agent entra, le visage pâle. « Monsieur, nous venons de trouver autre chose près du drain de la serre. Un morceau de tissu. On dirait une partie d'un col ecclésiastique. » Craddock jura doucement. L'expression de mademoiselle Marple ne changea pas, mais ses yeux se posèrent sur la clé en laiton, qui brillait encore à la lumière de la lampe. « Comme c'est convenable, » murmura-t-elle. Même les péchés à Saint Mary Mead insistent pour revêtir leurs plus beaux atours du dimanche. Le morceau de tissu reposait dans la paume de l'inspecteur comme une accusation trop polie pour être exprimée. Du lin blanc, effiloché sur un bord, légèrement froissé, comme s'il avait longtemps été pressé sous Un col. Craddock serra les lèvres. Nous en sommes donc arrivés là. L'Église est impliquée. Mademoiselle Marple le regarda pensivement, la tête penchée comme si elle écoutait quelque chose au-delà des mots. L'inspecteur de l'Église est impliqué depuis le moment où le village a choisi de croire que la vertu était une question de costume. On ne peut vénérer la respectabilité sans inviter un peu d'idolâtrie. Mademoiselle Wetherby tressaillit comme si le tissu lui-même pouvait la brûler. Vous ne devez pas penser qu'il est incapable de faire quelque chose d'horrible. C'est un homme bon, vraiment. Quoi que vous croyiez, il a essayé d'y mettre fin. Craddock la regarda fixement. Alors quelqu'un d'autre l'a fait à sa place? La femme retint son souffle. Elle serra son châle plus fort, les yeux rivés sur la fenêtre où la nuit se pressait contre la vitre. Il m'a dit que cela le ruinerait, inspecteur. Pas le péché qu'elle lui avait pardonné, mais l'apparence de celui-ci. Le village n'oublie jamais une histoire une fois qu'elle a été chuchotée. Il a dit qu'elle préférait le voir détruit plutôt que de le quitter. Mademoiselle Marple, assise maintenant à côté du bureau, entrelaça ses doigts. « Et vous l'avez cru ?»« Oui, » répondit-elle doucement. « Jusqu'à aujourd'hui, cette déclaration resta en suspens, fragile et incomplète. » Craddock retourna une nouvelle fois le linge. « Où avez-vous trouvé cela, disiez-vous » Le policier répondit depuis l'embrasure de la porte. « Coincé dans la grille d'égout, monsieur, juste à côté de l'endroit où nous avons trouvé le bouton. On aurait dit qu'il était là depuis un jour ou 2, lorsque la pluie l'a presque emporté. » Craddock acquiesça. « Gardez-le. Nous demanderons au laboratoire de l'examiner. »
Le regard de Miss Marple s'attarda sur le policier. Dites-moi, jeune homme, lorsque vous l'avez ramassé, avez-vous remarqué s'il était plié? Il cligna des yeux. Plié, madame? Non, il était tordu. Ah, murmura-t-elle. Alors il n'est pas tombé par accident. Il a été arraché. Craddock siffla doucement. Vous pensez qu'il y a eu une lutte après tout? Elle se leva en lissant sa jupe. Non, inspecteur. Une lutte implique deux personnes qui se battent pour des fins différentes. Je soupçonne que deux personnes se sont battues pour la même chose, mais trop tard. Cette remarque provoqua un silence surpris. Mademoiselle Weatherby porta la main à sa bouche. Vous pensez qu'elle s'est battue avec lui? Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, qu'elle a essayé de lui faire comprendre ce que signifie vraiment le pardon. C'est une leçon bien plus cruelle que la plupart des gens ne peuvent supporter. Craddock s'apprêtait à parler lorsqu'une cloche retentit faiblement en bas, la cloche de la réception, qui sonna une fois, puis une deuxième fois. Il était minuit passé, et le son semblait indécemment fort dans le silence. Le policier alla vérifier et revint quelques instants plus tard, avec un air légèrement étonné. Un télégramme pour vous, monsieur? Il est arrivé pendant la nuit. Craddock l'ouvrit brusquement. Son regard se posa sur les mots et son expression se durcit. En provenance de la gare de Londres. Le révérend n'assistait à aucune réunion diocésaine il y a 2 jours. Il a été vu à Paddington le matin avant la disparition de madame Larkin, voyageant sous le nom de Hale. Mademoiselle Marple fit un petit signe de tête, comme pour reconnaître quelque chose qui lui murmurait depuis des jours. Hale, dit-elle doucement. Un nom qui se cache derrière la gentillesse, mais qui n'y parvient jamais tout à fait. Il y a quelque chose de plutôt poétique dans les pseudonymes. Vous ne trouvez pas, inspecteur? Ils révèlent toujours ce qu'ils sont censés cacher. Mademoiselle Weatherby le fixa du regard. Mais il m'a dit... Ah, oui, l'interrompit mademoiselle Marple. Les hommes de conscience disent souvent la vérité qu'ils aimeraient voir dire. Cela les aide à croire qu'ils se sont repentis sans avoir à passer par l'inconvénient de la confession. Craddock fit demi-tour. Préparez une voiture, aboya-t-il à l'agent. S'il n'est pas au presbytère, nous fouillerons toutes les routes paroissiales à la sortie de St. Mary Mead. Mais la voix calme de mademoiselle Marple l'arrêta. Ce ne sera pas nécessaire, inspecteur. Il se retourna, exaspéré. Et pourquoi pas? Parce que, dit-elle en regardant la fenêtre ruisselante de pluie, il est déjà revenu. Un homme qui croit au rituel ne laisse jamais ses péchés en suspens pendant la nuit. Comme si ses paroles l'avaient convoqué, le faible bruit de pas monta du rez-de-chaussée, mesuré, délibéré, traversant le hall vers l'escalier. La main de Craddock se porta instinctivement sur son revolver. Le révérend apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre 9, la lumière de la lampe faisant briller l'humidité sur son manteau. Il semblait étrangement calme, comme s'il venait pour un service religieux plutôt que pour revenir sur les lieux d'un crime. « Je pensais, dit-il doucement, que je vous trouverais ici. » Le ton de Craddock était sec. « Vous avez menti au sujet de Londres. »« Oui, répondit simplement l'homme. Je suis allé à Paddington. Elle devait m'y retrouver. Nous devions partir ensemble. » La voix de mademoiselle Marple était à peine plus qu'un murmure. Et elle a changé d'avis? Il la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle est revenue chercher quelque chose. Je l'ai suivie? Je n'aurais pas dû. Je voulais qu'elle m'écoute. Mais elle... Son calme vacilla. Elle a dit qu'elle ne serait jamais libre, tant que je ne serais pas ruiné. Craddock fit un pas en avant. « Et alors? Elle est tombée, dit-il d'une voix rauque.
Cela n'était pas censé se produire. Mademoiselle Marple le regarda fixement. Les accidents, dit-elle, sont rarement aussi bien arrangés, surtout lorsqu'ils permettent de redorer sa réputation. Il croisa son regard, quelque chose se brisant en lui, non pas un aveu, mais un soulagement. Vous comprenez? Alors. Oui, dit-elle doucement. Trop bien. Il s'effondra dans le fauteuil, les mains tremblantes. Je pensais que si je la cachais, si je priais suffisamment, cela passerait peut-être. Mais Dieu ne pardonne pas ce genre d'erreur. Craddock fit signe au policier, le visage empreint d'un professionnalisme austère. Nous l'emmenons au poste. Miss Marple ne bougea pas. Elle suivit du regard le révérend qui était emmené. Le lin blanc de son col n'était plus immaculé, mais taché d'humidité. Le bruit de la porte qui se refermait derrière eux était doux, définitif, presque respectueux. Elle resta debout près de la fenêtre longtemps après leur départ. En bas, le chemin menant à la serre brillait faiblement au clair de lune. Deux séries d'empreintes côte à côte, puis une seule pour le retour. Elle remarqua, non sans tristesse, qu'une des traces semblait plus légère, comme si la terre avait refusé d'en supporter le poids. Et c'est alors qu'elle le vit dans le reflet de la vitre, la silhouette à peine esquissée d'une personne dans le jardin, immobile, observant la maison. Ce n'était pas le révérend, ce n'était aucun homme. Quelqu'un d'autre n'avait pas encore achevé ce que la culpabilité avait commencé. La silhouette dans le jardin ne bougeait pas. Au début, ce n'était qu'une ombre, une forme sombre, se détachant sur la lueur pâle du chemin de gravier. Pourtant, quelque chose, dans son immobilité, semblait délibéré, le calme de quelqu'un qui attendait plutôt que de se cacher. Mademoiselle Marple écarta le rideau d'un centimètre en prenant soin de ne pas toucher le loquet. La silhouette pencha légèrement la tête, comme si elle écoutait la pluie glisser des gouttières. Un instant plus tard, elle se retourna et se mit à marcher vers le portail latéral, sans se presser, d'un pas assuré. Elle quitta la fenêtre et se dirigea vers le téléphone. Inspecteur Craddock, s'il vous plaît, dit-elle au standard. Tout de suite. Oui, dites-lui que mademoiselle Marple n'appellerait pas à cette heure-ci sans une raison impérieuse. Lorsqu'elle arriva dans l'allée du jardin, la silhouette avait disparu. Seules les traces légères de chaussures dans la terre meuble subsistaient, menant vers le chemin du cimetière. La pluie avait complètement cessé, laissant derrière elle un silence qui semblait étudier. Une seule lampe brillait encore dans la chambre neuve au-dessus d'elle, et c'est vers cette faible lumière qu'elle tourna ses pensées. Lorsque Craddock arriva 20 minutes plus tard, son visage exprimait davantage de l'irritation que de la surprise. Vous allez me tuer, mademoiselle Marple. Qu'y a-t-il encore? Juste un visiteur? Inspecteur? Dit-elle doucement. Un visiteur qui préfère n'être vu qu'une fois que les autres sont sûrs que les rideaux sont tirés. Il jeta un coup d'œil vers le chemin menant au presbytère. Nous venons d'enfermer votre révérend dans une cellule. Vous ne suggérez pas? Non, l'interrompit-elle doucement. Pas lui. Sa conscience l'empêche peut-être de dormir, mais elle est tout à fait incapable de se promener dehors. Craddock se frotta le front. Alors qui? Elle hésita, puis fit un geste vers la serre. Je préfère vous montrer. Ils s'approchèrent de la structure en silence. Les lampes de la police avaient été retirées après la découverte du corps, laissant le verre noir et opaque. Mademoiselle Marple s'arrêta devant la porte, le visage impénétrable. Vous vous souvenez, dit-elle doucement,
que nous avons trouvé son châle accroché à la haie près du chemin du presbytère. Bien sûr, alors vous trouverez peut-être cette observation plutôt intéressante. Elle poussa la porte. L'odeur à l'intérieur était lourde, presque sucrée, celle de la décomposition. Au fond, une faible lumière tremblotait. Un bout de bougie brûlait à côté d'une petite table de rempotage. Sur celle-ci reposait un objet recouvert d'une feuille de papier journal. Craddock souleva délicatement un coin. En dessous se trouvait un sac à main usé, en cuir marron, dont le fermoir était cassé. Miss Marple toucha le bord du papier. Il appartenait à Madame Larkin. Mais regardez bien, inspecteur. Ce n'est pas de la terre sur la poignée, c'est de la poussière. Ce sac n'a pas été enterré avec elle. Craddock fronça les sourcils. Quelqu'un l'a donc récupéré après coup? Oui, dit-elle. Quelqu'un qui savait que cela les trahirait s'il restait dans sa chambre. Je pense qu'il a été apporté ici après la perquisition de la police, alors que notre attention était ailleurs. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Mais qui serait revenu le chercher? Mademoiselle Weatherby est sous surveillance. Le regard de mademoiselle Marple se porta vers le cimetière derrière la vitre. Il y a une personne, inspecteur, qui a été partout et nulle part depuis le début, celle dont la fonction lui permet d'entrer sans être interrogé. Le portier. Exactement. Craddock cligna des yeux. Mais il nous a aidés. Il a trouvé la moitié des indices que nous avons. C'est justement ce qui m'a fait le soupçonner, répondit-elle. Les personnes qui trouvent si facilement le font souvent parce qu'elles savent où chercher. Elle souleva son sac à main et l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un mouchoir brodé des initiales LL, à moitié décousu. En dessous, une petite photo aux bords effilochés montrait une femme plus jeune, mais indubitablement Madame Larkin. À côté d'elle, le portier, souriant, en uniforme, le bras enlacé au sien. Craddock expira. Bon Dieu, l'amour, murmura Miss Marple, ne s'éteint pas toujours quand les gens le souhaitent. Parfois, il persiste dans la salle des domestiques, silencieux, patient et terriblement fidèle. Craddock serra les mâchoires. Il l'a tuée? Je pense qu'il croyait la sauver, dit-elle doucement. De la honte, du scandale, de la ruine que les ragots entraînent. Quand elle se tourna à nouveau vers le révérend, la jalousie déguisa en dévotion. Et ensuite, le remords en service. Il vous a aidé à déterrer ce qu'il avait enterré, parce qu'il pensait que cela lui permettrait d'être pardonné. Craddock se tourna vers la porte. Il est donc toujours là? Non, dit-elle. Il est plus loin que cela. Dehors, des pas légers résonnaient lentement sur le gravier, délibérés, se dirigeant vers l'église. La torche de Craddock fendit l'obscurité, éclairant le dos du portier alors qu'il atteignait le porche. L'homme se retourna, clignant des yeux dans la lumière aveuglante, le visage pâle, comme du parchemin. « Monsieur Miles » appela Craddock. « Vous allez venir avec nous. » Le portier secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'attendais. Je ne pouvais pas la laisser seule là-bas, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple s'avança. « Vous n'avez pas besoin de parler, mon cher monsieur. » Il la regarda, de la même manière que le révérend, avec le soulagement d'un enfant qui préfère la punition à la culpabilité. « Elle voulait partir, » dit-il doucement. « Je l'ai seulement empêchée de courir à sa perte. » Craddock commença à parler, mais mademoiselle Marple lui toucha le bras. « Laissez-le finir. » La voix de l'homme s'affaiblit. Je pensais que le vicaire était un homme bon. Mais il n'était pas assez bon. Elle avait peur. Et je lui ai dit qu'elle serait en sécurité si elle restait. Juste jusqu'au matin.
Mais elle ne voulait pas rester. Il déglutit. Elle a dit qu'elle préférait mourir plutôt que d'être prise en pitié. La voix de Craddock était sinistre. Et c'est ce qu'elle a fait. Miles ferma les yeux. J'avais l'intention de garder son secret, mademoiselle. Mais les secrets pourrissent, n'est-ce pas? Comme des choses enterrées trop près de la surface. La bougie dans la serre vacillait, projetant leurs ombres sur le chemin. Lorsqu'elle s'éteignit, le silence sembla plus pesant, comme si le village lui-même retenait son souffle. Craddock fit signe aux agents qui attendaient près du portail. Ils emmenèrent le portier sans protestation. Mademoiselle Marple resta où elle était, regardant la silhouette sombre du clocher de l'église. « Vous saviez, dit Craddock doucement. « Je m'en doutais, répondit-elle. Le mouchoir m'a appris que l'amour se dissimule rarement bien. Il la regarda alors avec une lassitude qu'elle comprit. Je ne sais jamais si je dois vous admirer ou vous craindre. Elle sourit faiblement. Oh, ne vous inquiétez pas, inspecteur. Ces deux sentiments sont souvent les mêmes. Ils commencèrent à marcher vers l'autel, l'aube pâlit lentement derrière les toits. Pourtant, les pensées de mademoiselle Marple n'étaient pas tournées vers la culpabilité ou l'épreuve. Elle pensait, avec une certaine tristesse, à la rapidité avec laquelle la compassion peut se transformer en dissimulation et au fait qu'à St. Mary Mead, aucun secret ne reste jamais longtemps enfoui. Puis, derrière eux, un bruit la fit s'arrêter net, le son lointain d'un téléphone qui sonnait à l'intérieur du Bluebell, urgent et insistant, rompant le silence comme le son d'une cloche qui sonne le glas de quelque chose d'inachevé. La sonnerie ne s'arrêta pas. Elle résonna dans le hall du Bluebell Hotel, avec l'urgence de quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Craddock atteignit le récepteur le premier, la voix rauque de fatigue. Inspecteur Craddock à l'appareil. Une pause, puis une expiration, silencieuse. Oui, oui, merci. Nous nous en occuperons. Il raccrocha lentement, se tournant vers mademoiselle Marple, qui se tenait à côté de la réception, les mains gantées soigneusement jointes devant elle. « Le bureau du coroner ?» dit-il. Ils ont confirmé les conclusions. Les ecchymoses sur la gorge de madame Larkin étaient deux séries de marques de pression. L'une datant de cette nuit-là, l'autre plus ancienne, partiellement guérie. La première n'était pas mortelle. Les yeux de mademoiselle Marple croisèrent les siens, calmes et clairs. Elle lui avait déjà pardonné une fois, dit-elle doucement. Et, comme c'est souvent le cas avec le pardon, cela le poussa à croire qu'il le méritait peut-être à nouveau. Craddock se frotta la nuque. Les aveux du portier seront retenus. Quant au rôle du révérend dans cette affaire, eh bien, cela relèvera d'un autre juge, je suppose. La couronne fera preuve de clémence. Oui, murmura-t-elle. Mais la clémence, inspecteur, est rarement ordonnée. Elle laisse un coin de chagrin soigneusement replié sous le tissu, comme une tache que personne ne souhaite laver de peur d'abîmer le tissu. Ils marchèrent ensemble vers le salon. L'aube s'était répandue en une fine couche à travers le dôme de verre au-dessus de leur tête, teintant le sol carrelé d'une douce et incertaine couleur dorée. Les mêmes invités qui avaient autrefois rempli la pièce de commérage s'attardaient maintenant en petits groupes discrets, chuchotant comme à l'église. La tragédie, réfléchit mademoiselle Marple, avait la curieuse habitude de redonner leur dignité à ceux qui ne l'avaient jamais eue auparavant. Madame Bantry s'approcha, son chapeau légèrement de travers, la voix tremblante d'une importance compatissante. « Quelle affaire terrible, Jane,
et dire que c'était ce cher homme depuis le début. Je suppose que personne n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être, n'est-ce pas? Non, répondit doucement mademoiselle Marple. Mais alors, madame Bantry, très peu d'entre nous souhaiteraient être examinés de trop près à la lumière du jour. L'autre femme acquiesça, humiliée, mais pas réduite au silence. Vous avez tout à fait raison, bien sûr, mais il faut tout de même être reconnaissant que ce soit terminé. Le sourire de mademoiselle Marple était presque imperceptible. Terminé, oui, mais on se demande comment les gens diront que cela s'est terminé. C'est toujours le plus grand mystère. De l'autre côté de la pièce, mademoiselle Wetherby était assise seule, l'air décomposé, les mains jointes sur les genoux, comme si elle attendait un verdict qui n'avait plus d'importance. Le village avait déjà rendu son jugement sur l'ami loyal, tragiquement trompé. Mademoiselle Marple l'observa encore un instant, puis détourna le regard. Elle savait que la compassion pouvait parfois ressembler de trop près à la complicité pour qu'on puisse les distinguer. Dehors, le jardin ne portait aucune trace du drame de la nuit précédente. La terre avait été lissée, les empreintes effacées par la rosée. La serre était vide, sa porte légèrement entr'ouverte, un léger courant d'air agitant l'atmosphère. Le parfum des lys s'échappait du bouquet de madame Bantry à l'intérieur, lourd et sucré, presque écœurant. C'était l'odeur, pensa mademoiselle Marple, d'une paix imposée plutôt que méritée. L'inspecteur Craddock la rejoignit sur le chemin, le visage adouci par la fatigue. « Vous aviez raison sur tout, dit-il. Vous avez toujours raison. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a continué à nous aider par la suite, à trouver des indices, à témoigner et à feindre la loyauté. Parce qu'il souhaitait réparer ce qui ne pouvait être réparé, répondit-elle. Un petit service rendu à la justice, peut-être, pour faire la paix avec celle qui l'attendait. Vous voyez, la culpabilité est très industrieuse, inspecteur. Elle ne dort jamais, elle change simplement d'occupation. Craddock regarda par-dessus les haies, où les premiers moineaux commençaient à s'agiter. La presse va se régaler. Le vicaire, la veuve, le domestique, c'est presque biblique. En effet, dit calmement mademoiselle Marple. Et pourtant, comme dans la plupart des paraboles, chacun choisira la morale qui lui convient le mieux. Ils restèrent debout un moment, sans parler. La cloche de l'église sonna 8 coups, une note grave et délibérée qui semblait apaiser le matin. Lorsqu'elle s'évanouit, mademoiselle Marple leva les yeux vers la fenêtre supérieure de la chambre 9, où le rideau bougeait légèrement dans la brise. La chambre était vide à présent, mais elle avait l'étrange sensation qu'elle était toujours occupée par ce dont elle avait été témoin. « Vous savez, dit-elle enfin, je pense que Saint Mary Mead oubliera cela assez rapidement. Il le faut. Les villages ne sont pas faits pour se souvenir trop clairement. L'illusion de sécurité nécessite une amnésie sélective. » Craddock esquissa un sourire. « Vous serez la seule à vous en souvenir exactement. »« Oh non, répondit-elle. Je m'en souviens seulement comme de personne, pas comme d'un crime. » Il y avait la fierté du révérend, le dévouement du portier, la solitude de la veuve et le silence de l'ami. Chacun a fait ce qui semblait raisonnable à ce moment-là. Le mal est si rarement déraisonnable, inspecteur. C'est ce qui le rend convaincant. Ils se mirent en route vers la porte latérale de l'hôtel, où les agents attendaient à côté de la voiture qui allait emporter les dernières preuves à Londres. La matinée était devenue vive et claire. Mademoiselle Marple s'arrêta près de la treille de roses
effleurant les pétales de sa main gantée. « Vous voyez » dit-elle doucement. « La vérité ne révèle pas tant qu'elle ne réorganise. Elle replace les gens là où ils ont toujours été, sauf qu'à présent, ils ne peuvent plus prétendre qu'ils ont leur place là. » Cradock la regarda avec une admiration réticente. « Je ne comprendrai jamais comment vous parvenez à voir les choses aussi clairement. » Elle eut un petit rire, presque enfantin dans sa légèreté. « Ce n'est pas de la clarté, mon cher inspecteur. C'est une habitude. Après une vie passée entre les kermesses paroissiales et les thés du comité, on apprend que chaque vertu a son double coupable. Il suffit d'attendre la bonne conversation pour voir lequel des deux prend le dessus. Les portières de la voiture se refermèrent dans un bruit sourd. Le porteur, désormais silencieux et résigné, était assis entre deux agents, les yeux fixés sur la route devant lui. Lorsque le moteur démarra, Mademoiselle Marple se détourna. Elle n'avait aucune envie de voir le châtiment s'éloigner. Seulement, le jardin retrouvait son calme. À midi, les clients du Bluebell s'étaient dispersés. Le directeur s'affairait à polir la sonnette du bureau jusqu'à lui donner un éclat inutile. Mademoiselle Marple s'attarda dans le salon pour prendre une dernière tasse de thé, le regard perdu vers la fenêtre, où le reflet de la véranda vide scintillait faiblement dans la vitre. L'endroit semblait à nouveau parfaitement ordinaire, cette ordinaire politesse et indifférence anglaise qui suivent toujours les calamités. Elle rassembla ses affaires et sortit, son sac à crochet se balançant légèrement à son poignet. L'air sentait le lilas et la pierre propre. Une enfant du village passa à vélo, chantant à voix basse, la mélodie joyeuse et insouciante. Mademoiselle Marple la regarda disparaître dans la ruelle et pensa, non sans affection, que l'innocence n'était que le premier déguisement que les gens apprenaient à porter. À la porte, elle se retourna une fois de plus vers l'autel. La lumière du soleil avait enfin atteint la chambre 9, illuminant sa fenêtre comme un miroir. Pendant un instant, elle y vit son propre reflet, petit, net et presque transparent dans la lumière du matin. Puis, il disparut lorsqu'un nuage passa au-dessus de sa tête, ne laissant que le faible scintillement du verre et du ciel. Elle sourit, un sourire empreint à la fois de pitié et de compréhension. « Pauvre Monsieur Lyle » murmura-t-elle, ou quel que soit son nom finalement. Même la vérité, lorsqu'elle se révèle, porte son propre déguisement. Sur ces mots, Mademoiselle Marple se dirigea vers l'église, d'un pas lent et tranquille, comme si elle suivait un rythme plus ancien que le village lui-même, le pouls tranquille de la folie humaine, qui se répète, infiniment polie, infiniment pardonnée,